pendant toute la journée, et très souvent, on essaie toujours un peu de contrôler ce qui nous arrive. On agit, on réagit. Il vient un temps où il faut laisser l'esprit se libérer, lâcher prise. Il faut laisser le passé partir dans le passé et laisser le futur dans le futur. Sans s'en rendre compte, l'esprit transporte souvent avec lui des émotions, des sentiments, des expériences qui viennent du passé. Que ce soit le passé des heures précédentes ou des années précédentes. Et prendre le temps de méditer, c'est accepter l'invitation de tout mettre de côté pendant quelques instants, de s'abandonner, de lâcher prise totalement. Faire l'expérience d'un esprit libre. Qui ne réagit pas à ce qui s'est passé ou ce qui est superficiel. Mais un esprit qui est capable d'entendre l'appel de l'âme. Un esprit capable d'entendre la voix intérieure qui vient des profondeurs du silence. L'âme est éternelle. Et quand je pense que je suis une âme, je refais ce lien avec l'éternel. L'absence de temps, de passé, de présent ou de futur. Et je retrouve un sentiment de légèreté, de liberté. Moi, l'âme, je suis libre. Moi, l'âme, je ressens toute cette dimension de l'éternel. Je m'abandonne à des dimensions beaucoup plus grandes, à l'infini. Et je ne suis plus simplement ce que j'étais aujourd'hui. Je suis l'infini. Je suis l'éternel. Je suis la vie. Je suis libre. Mes pensées peuvent aller au-delà des frontières du monde physique. Mes pensées rejoignent la lumière. Et je suis lumière. Mes pensées s'abandonnent à l'océan de paix. Et je suis l'amour, la paix, le bonheur.
et mes pensées s'abandonnent au silence. Et je suis le silence. C'est comme si je venais d'ouvrir les horizons. Je vois l'éternel. Je vois la lumière. Je ressens le silence. Mes pensées sont libres. Et moi l'âme. Je reprends conscience de mon énergie pure, de cette énergie qui est enfouie au plus profond de moi. Cette énergie en harmonie avec l'éternel, avec la lumière, avec le silence. Et j'entends l'appel de l'âme. Mon esprit est libre. Je vois l'éternel. Je vois la lumière. Je ressens le silence. Et moi l'âme, je suis, j'existe, je vis. Je suis éternel. Je suis lumière. En silence. Alors bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Salutations spéciales à ceux qui sont en ligne. Je ne parle pas en ligne comme ça, mais en ligne. On peut s'asseoir comme on veut, pas seulement en ligne, mais on est en ligne aussi. Et en espérant qu'en étant en ligne, on devient enligné ensuite. Enligné avec la source et le but, que les deux soient bien alignés. Le thème très intéressant, un thème sur lequel on revient régulièrement, le pardon. Et on va transformer en même temps la méditation en médipardon. Puisque le but est de faire le lien, une fois par mois, on fait le lien entre la méditation et le thème un peu plus que d'habitude. Et donc, ce qu'on va vouloir rechercher, c'est un petit peu en quoi la méditation est possiblement un espace très, très favorable au pardon.
Et qu'avant de pardonner, il y a des petits prérequis, il y a des devoirs à faire avant de pouvoir pardonner. Et je vous inviterai peut-être à commencer en réfléchissant un tout petit peu à votre carnet d'adresses intérieures. Vous partez dans vos adresses intérieures par ordre alphabétique. Et essayez de voir s'il y en a avec qui il y aurait un petit P à mettre à côté du nom pour... ah ouais, tiens, ça, c'est peut-être pas complètement pardonné. L'idée du pardon, c'est qu'en anglais, on lit beaucoup le pardon à l'oubli. Ils disent forget, forgive. You have to forget, and then you have to forgive, then you can forget. Et le mot anglais est intéressant, forgive, forget. Et le problème, c'est que des fois, on oublie de pardonner aussi. Donc, les histoires deviennent un peu vieilles. Puis, bon, c'est pas pardonné, mais ça reste là. Hein. Puis finalement, ça devient un peu oublié. Mais cet ordre-là, d'oublier, pensant que ça va être pardonné, ça marche jamais. Pardonner, oublier, ça marche. Mais oublier, pensant que ça va pardonner tout seul, ça marche pas généralement. Ça ressort un jour ou l'autre. Ça peut ressortir 10 ans plus tard. Ah, j'avais oublié. Ah oui, mais ah oui. Et puis là, oups, ça y est, la petite coquerelle qui n'était pas tout à fait morte, elle a refait surface, puis elle est là, puis elle dit, ah ouais, c'est vrai que j'avais oublié. C'est pas un peu comme ça, non? Ça reste là, on l'a un peu oublié, mais il suffit juste d'y repenser. Et si ça n'a pas été vraiment pardonné, un mini sentiment ressurgit, qui peut devenir une forme de ressentiment ou de réaction par rapport à l'individu, de non-acceptation. On l'aime bien, mais 10 ans plus tard, on se souvient encore, ah oui, il y avait ça, ok, je t'aime bien, mais je fais attention. Et 10 ans ont passé, mais on est encore en réaction. Et l'idée de faire un tour dans son carnet d'adresses pour se demander, est-ce qu'il n'y a pas encore des expériences qu'on a enregistrées avec des gens qu'on n'associerait pas au besoin de pardon, mais qui en fait est plutôt associé à des expériences un peu négatives. On n'a même pas pensé à pardonner, parce qu'en fait on estime qu'ils ne méritent pas le pardon. C'est peut-être minime, mais ce qui reste, c'est par exemple des sentiments de j'ai pas aimé ça, j'aime pas trop cette personne. Puis on se dit pas qu'il faudrait pardonner, on fait juste dire, regarde, elle est comme ça, il s'est passé telle chose. Puis d'accord, fine, j'accepte, c'est bon, on laisse ça comme ça, puis on essaye de mettre ça sous le tapis, puis de penser que le temps guérit tout, et donc on laisse aller. Est-ce qu'il y en a avez-vous des petits, des scènes comme ça que vous pourriez ressortir sous le tapis, puis dire, ouais, finalement, il y en a pas mal. Et je vous invite à passer à travers votre carnet d'adresses, puis vous serez très surpris du nombre de gens à qui on peut associer un petit P comme ça en disant, ah ouais, ça c'est... Il y a ça encore. Et il y a des gens avec qui même on a des relations quotidiennes pratiquement, puis envers qui on n'est pas porté à exercer le pardon, parce qu'on estime que ça fait partie de la relation quotidienne. On ne va pas pardonner à chaque fois. Si votre époux, votre conjointe a oublié d'acheter du pain, bon, on ne va pas à chaque fois dire, écoute, je te pardonne. Bon, des fois, on dit, ok, ça va. Ça, on accumule, on laisse aller, on met ça dans le compte de mardi, on a oublié le pain. Ça, c'est correct. Le mardi suivant, tu as encore oublié. Numéro 2. On accumule. Puis un jour, ça sort comme la goutte qui fait déborder le vase. Ça m'énerve, tu oublies toujours le pain. C'est devenu un gros truc, tu sais, c'est comme, ah bon... Oui, le mardi 28, le lundi 3, OK, t'as pris note, t'as accumulé petit à petit, à petit à petit. À chaque fois, on n'a pas senti le besoin de pardonner, mais on a accumulé, on a pris note. Et ça se traduit, après un certain temps, par un sentiment moins harmonieux, moins de confiance. Tu vas acheter le pain ce soir? Oui, bien sûr, oui. T'as oublié 4 fois déjà la semaine dernière. C'est un exemple farfelu, mais des petites choses. Et finalement, on ne se met pas à l'idée que peut-être qu'il faut pardonner à chaque fois, parce que ce sera trop compliqué. Donc on laisse aller. Ça devient des accumulations de situations
qui font partie du paysage normal. Et ça donne, en bout du compte, en fait, des gens avec qui on s'entend mieux qu'avec d'autres. Et pourquoi? Parce que simplement, envers certaines personnes, on a juste pris note très clairement de certaines choses. Là, c'était pas très clair ce qu'elle m'a dit. Je pense pas que c'était vraiment honnête. Là, t'es en retard, hein? Là, c'est assis. Puis on accumule. Puis ça définit tout à coup un package, là, de disant, OK, au-delà de 8 infractions, là, je commence à m'éloigner de cette personne. J'aime moins cette personne. Alors qu'une autre qui a oublié le pain, me dit, ah, je suis vraiment désolé, je m'excuse, écoute, je vais y aller tout de suite. Ah, je note, ça c'est bon, ça. J'aime. J'ai été excusé, il est allé chercher le pain. Cool, ça c'est bon, ça. On accumule, on prend note, tu sais, on remarque. On est sensible à tout ça. Tu sais, c'est des petites choses normales, quotidiennes. À ça, ben, évidemment, il y a des grosses affaires. Alors, des fois, on entend des couples. Moi, j'ai beaucoup d'amis en couple, bien sûr, et souvent, ils me disent, ah, ouais, puis tu peux le sentir si tu travailles avec quelqu'un. Ça va aujourd'hui? Ouais, c'était dur un peu hier. Ouais, ça va. J'avais hâte de venir travailler. Ah, d'accord, ça, je comprends ce que ça veut dire. J'avais hâte de venir travailler, donc j'avais hâte de quitter la maison. Ça a chauffé un petit peu. Mais il y a des fois, c'est dur ce qui se passe. Tu sais, puis il y a des couples ou des relations de famille, parents, enfants. Puis bon, on va le dire gentiment, mais c'est une grosse chicane, c'est une grosse dispute. Puis des fois, des mots durs sont prononcés, des gestes durs sont posés, des menaces. Ça peut aller loin, ça escalade. Puis je ne veux pas aller trop là-dedans je ne veux pas être négatif, mais ça existe. On fait quoi avec ça? On n'a même pas besoin de prendre note, là. Ça, c'est... T'oublies pas, tu n'as même pas besoin de prendre note. Tu l'oublieras pas, celui-là. Et des fois, on dit, OK, c'est fine. OK, je te pardonne. Puis on passe par-dessus. Et moi, je vous invite à retourner en arrière puis vous demander, si tu veux vraiment pardonner ça? Ou c'est juste comme mis de côté en décidant que je ne vais pas en faire un plat. On passe par-dessus cette fois-ci, mais que ça ne se reproduise pas. Hein? Ça, c'est pas la définition du pardon, hein? By the way, parce que le pardon va entraîner l'oubli à un moment donné. Si tu as vraiment pardonné, t'oublies. Hein? Ça. Mais là, tu es en train de dire l'inverse. Je ne vais pas oublier, là. Je prends note, mais que ça ne se reproduise pas. Ça veut dire qu'on n'a pas pardonné. On a juste mis de côté. Puis ça peut être correct aussi. Tu sais, je ne dis pas là, qu'on veut être un saint à chaque moment, puis que la pire des choses arrive, puis que le pardon, c'est juste une... abstention de jugement et de décision éclairée pour rectifier l'avenir. Tu sais, il faut toujours comprendre que le pardon n'est pas un acte d'innocence spirituelle ou mentale qui fait qu'on efface tout puis on fait comme si de rien n'était. Il y a des pardons intelligents, ça existe aussi. Alors, là où je m'en vais avec tout ça, c'est quoi? C'est que si on creuse un petit peu, mon hypothèse pour ce soir, c'est qu'il y a beaucoup de situations qui n'ont pas été résolues. Puis on vit avec. Et mon hypothèse de travail, c'est que toutes ces situations non résolues agissent un petit peu comme une forme de lourdeur ou d'un poids sur l'âme. Puis qui nous empêche des fois d'avoir une autre façon de penser par rapport aux individus. Et toutes ces accumulations de situations un peu désobligeantes, désagréables, cette accumulation fait en sorte que on devient un petit peu méfiant. On devient un petit peu tordu dans nos façons de faire parce qu'on se souvient que je me suis fait avoir une fois, je ne me ferai pas avoir deux fois. Donc, manque de confiance, méfiance, attitude un petit peu réservée. Puis après, on m'en a passé une, j'en ai passé une aussi, tant qu'à y être. C'est comme, ça devient compliqué, nos trucs. Puis on transporte avec nous ce passé-là. Et il est inconscient. La plupart du temps, il est très inconscient. Dans certains cas traumatiques, il n'est pas toujours inconscient. Des fois, il ressort, puis c'est traumatisant. Des situations passées extrêmes dans la jeunesse, d'abus, verbal, sexuel, physique. Ça peut être englouti dans un inconscient, soi-disant par une thérapie, puis ça ressort quand on en a 50 ans. C'est là.
Alors, il y a toutes sortes de... Je vais pas vous faire peur, hein, ça va, je vois toujours mes débuts de soirée sont un peu traumatisants. Et je vois tout le monde s'écraser dans son fauteuil en se demandant, bon, ça finit à quelle heure aujourd'hui? Il y a toujours une solution, bien sûr, on y arrive. Mais il y a une réalité qui est là. Et moi, je regardais simplement dans mon cas, je me posais toujours la question, par rapport à un thème, je me demande toujours, c'est quoi ma relation avec ça? C'est quoi ma relation avec le pardon? Est-ce que moi, j'ai encore des gens à qui j'aimerais pardonner? Est-ce qu'il y a des choses... Et bien sûr que la liste, plus je creuse, plus je me rends compte qu'il y a plein d'événements que j'ai mis de côté, que j'ai classés, que j'ai rangés comme ça, mais qui en fait ne sont pas du tout résolus. Et il reste des irritants. Et il reste des irritants accumulés. Et je vous dirais qu'avant de pouvoir pardonner, il y a peut-être une réflexion à faire sur ce que on pourrait appeler peut-être deux formes de pardon. Il y a un pardon qui se fait un peu avec la tête, puis un pardon qui se fait avec le cœur. C'est deux approches qui sont complémentaires, bien sûr. Il faut faire les deux. Mais c'est deux aspects du pardon. Et le pardon qui se fait avec la tête, c'est un pardon qui va être très relié à une étape préliminaire du pardon qu'on a beaucoup de mal à faire. Souvent, c'est plutôt ça qu'on a du mal à faire plutôt que de pardonner. Ça passe par, avant le pardon, un concept très simple qu'on appelle l'acceptation. Parce qu'on n'arrivera jamais à pardonner quelque chose qui est inacceptable. Non? On va camoufler l'inacceptable sous une formule « OK », mais c'est pas OK. Parce qu'on trouve toujours que c'est inacceptable. Et l'idée, c'est qu'avant de pardonner, il y a une forme d'acceptation. Et la forme d'acceptation passe par deux autres filtres. Un qui est une autre façon de voir les choses. Telles qu'on voit les choses et qu'on les juge inacceptables, elles resteront toujours inacceptables. Jusqu'au jour où on les voit différemment. Comportement d'un individu au travail, abus, agressivité, négativité, vous dites non, ça là, c'est pas acceptable. Mais je prends toujours le même exemple, vous apprenez tout à coup que cette personne, en fait, son conjoint ou son père ou sa mère est en train de mourir du cancer. Oh, OK. Ça vient complètement de changer ma vision des événements. Et là, qu'est-ce que ça fait? Les mêmes situations qui étaient jusqu'à 2 minutes plus tôt inacceptables deviennent tout à coup acceptables. Pas acceptables dans le sens c'est OK, c'est juste que je comprends un peu mieux. Je vois la circonstance atténuante autour de... Non? Ça fait une grosse différence. Donc, dans l'acceptation, avant ça, il y a une forme de vision, un regard différent. Il faut apprendre à regarder différemment. Et parallèlement à ça, il y a cette dimension de compréhension. Donc, de compréhension attachée à une connaissance, qu'on appelle des fois même la sagesse, la maturité. Donc, c'est quoi? On voit un peu différemment, puis ensuite, on met ça dans notre espèce de machine de connaissance. Par exemple, vous voyez deux personnes qui vraiment se rendent la vie dure. Là. Admettons que ce soit des gens très près de vous. Votre mère, je prends l'exemple vraiment au pif, votre mère et votre sœur, qui ont vraiment une relation difficile, puis ça vous fait du mal parce que vous aimez votre mère, puis vous aimez votre sœur. Mais vous les voyez toutes les deux se battre sans arrêt, se dire des choses épouvantables. Puis vous dites c'est inacceptable. Il faut voir différemment. De dire pourquoi c'est comme ça. Et là, je provoque volontairement, imaginez que vous utilisiez la connaissance ou la pensée. C'est clair qu'entre ces deux âmes, pas entre ma mère et ma sœur, mais entre ces deux âmes, il y a ce qu'on appelle un compte karmique. Il y a un lien du karma qui remonte à bien avant ça. Puis dans leur vie antérieure, elle, c'était la reine Élisabeth, je sais pas quoi, ou la reine Victoria. Puis l'autre, c'était la princesse machin. Puis ça marchait pas du tout, du tout. Puis la princesse machin, elle a finalement empoisonné la reine. C'était épouvantable. Là, elles sont retrouvées dans 300 ans plus tard. Puis là, il y a comme un
un souvenir inconscient qui vient de surgir. Écoute, qu'elles s'entendent pas du tout. Je plaisante à peine. Ceux qui connaissent les films de Lelouch, c'est à peu près ça, tous ces films. Non? Il y a toujours des histoires du passé, puis tu te retrouves 400 ans plus tard. Pourquoi, quand on rencontre des personnes, 3 secondes plus tard, ça fait soit un clash, ou wow, il y a quelque chose, il y a au contraire un aimant. Ça remonte peut-être à du passé. Alors, en Occident, c'est pas tout à fait catholique, toutes ces histoires-là. On parle pas comme ça à la messe, non? Le curé vous dit jamais, mes très chers frères et sœurs, on s'est déjà vu dans des vies antérieures, ça me fait plaisir de vous revoir. Le Christ est bon, puis lui aussi il revient d'ailleurs dans pas longtemps, alors célébrons en paix. J'ai jamais entendu un curé parler comme ça. Un gourou indien, par contre, tout à fait. Quelque chose se passe, c'est du karma. Tout est tout à fait normal, c'est du karma. C'est tout à fait normal. Ok, c'est normal, c'est du karma. Oui, pas de problème. Plafond s'écroule, karma, mon ami. Ok, bon, c'est ok, le plafond s'est écroulé, le propriétaire, non, t'inquiète pas, c'est du karma. D'autres extrêmes, tu sais. Oui. J'exagère, mais ça fait partie de ça. Tu sais, il va y avoir un accident d'avion, tout le monde meurt sauf une personne. On va dire, ben toi, là, c'était pas dans ton karma. C'est ça que la philosophie orientale va dire ça. Philosophie occidentale, je ne sais pas, c'est un miracle. Le Christ est bon, tu sais. On va avoir une autre, chacun aura sa formule. Mais cette formule repose sur quoi? Sur une compréhension, une croyance, une connaissance. Ce sont des formules idéologiques. Et nous, ce qu'on dit en général, c'est choisissez les vôtres, parce que à un moment donné, on va mourir avant de choisir. Il vaut mieux choisir à quoi on veut croire, en se demandant si croire en ça, ça a-tu du sens ou pas de sens. Puis chacun va trouver qu'il y a un type de croyance qui a de l'allure ou pas. Moi, il y a eu très longtemps, j'étais convaincu, et c'est ma sœur qui m'avait mis cette idée dans la tête, que quand tu meurs, si tu demandes à ce qu'on plante un arbre sur ton corps, dans le cimetière, tu vas te réincarner dans l'arbre. Donc l'idée, c'est qu'il faut bien que tu choisisses quel arbre tu veux qu'on plante sur ton cercueil. Tant qu'à y être, tu choisis ton arbre. Alors moi, j'avais choisi, puis elle avait son arbre. Ça. OK, c'est fine. Quand j'ai repris le café, j'ai changé d'idée. Je me dis non, ça n'a pas d'allure, ce truc-là. On se réincarne pas dans un arbre, ça ne marche pas. Tout est possible. Je veux dire, toute croyance, why not? Je veux dire, si ça te rend heureux, puis ça fait en sorte que tu adores tous les arbres, puis quand tu vois un arbre, tu dis « Grand-maman, ça y est! » Pas de problème, je veux dire, ça t'empêche de couper des arbres, c'est très bien. Quelqu'un qui vient pour couper un arbre. Non, c'est ma grand-mère, c'est ma grand-mère. C'est à nous de voir notre croyance va m'amener où. Tu sais, si ça m'amène à ça, moi je me dis, ouais, peut-être pas finalement. Toutes les croyances, on ne va pas argumenter sur les croyances. L'idée, c'est juste de dire, c'est quoi la mienne? Et dans ce sens-là, ma capacité à accepter doit être cohérente avec mes croyances. Pourquoi j'accepte? Et là, entre en jeu, ok, je vois différemment, telle personne agit comme cela, ok, il y a certaines situations atténuantes, je change mon regard, mais ensuite, j'ajoute à cela ma compréhension. Chaque âme est unique, c'est son parcours, elle est rendue là. Je ne peux pas lui demander d'être là, elle est rendue là. Ok, donc j'ajoute une idée de sagesse, de croyance, d'idéologie, qui donne à la situation un degré d'acceptabilité encore plus fort. Et là, ça devient plus facile d'accepter. Et ensuite, le pardon qui vient de se faire pratiquement par la tête peut aller plus loin à une dimension de cœur. Et pourquoi je vais pardonner? En fait, c'est pas que je pardonne à la personne. C'est que le vrai pardon du cœur va vouloir me permettre de pardonner, là je veux donner à cette personne quelque chose pour la libérer, elle, de ce qu'elle est en train de causer comme souffrance. Et si quelqu'un, et ça je sais que là on va aller tirer beaucoup votre joue droite, là, c'est que si on vous a frappé sur la joue gauche, ça chez les catholiques on nous a dit tu tends l'autre joue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un me fait du mal, vraiment pardonner, c'est de créer un sentiment
qui vient me faire dire que j'aimerais bien offrir à l'autre de quoi lui permettre de se libérer de ce dans quoi il est en train d'embarquer. Donc la personne qui me fait du mal est en train de partir à un système négatif qui pourrait se traduire par un retour négatif qui va lui faire du mal. Tu fais du mal, tu reçois du mal. Le pardon, c'est avoir carrément la volonté d'empêcher l'autre de recevoir du mal pour ce qu'elle a fait. Ça paraît-tu trop pardonner, ça? C'est un acte de compassion, non? Oui, c'est ce que je veux voir si vous suivez ou pas. Quelqu'un qui me fait du mal. Le pardon simpliste, qu'on pourrait oser définir comme ça, c'est « Ok, c'est correct, je te pardonne. » Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire « Je t'en veux pas. » C'est peut-être pas complètement vrai, mais au moins on l'a dit. Je te pardonne. On va le ruminer pendant les 10 prochaines années, mais on a dit quand même « Je te pardonne. » Donc je dis c'est un pardon un peu simpliste. Ça veut dire en fait « Ok, c'était pas correct, mais je te pardonne. Je t'en veux pas, puis je t'en tiens pas rigueur, puis on continue. » Ce que j'essaye de dire, c'est qu'il y a un pardon qui est un peu plus profond, qui vient du cœur, qui est de se dire, toi tu viens de faire du mal, hein? Ok. Pourquoi tu fais du mal? Parce que tu véhicules quelque chose de négatif en toi. Mais le vrai pardon, ce serait de vouloir dire, moi je veux être à un niveau tel que je préfère non seulement pardonner la personne dans le sens de lui dire, je ne vais pas me venger. C'est ça le pardon. Le pardon, c'est d'accepter que je ne relance pas la guerre parce que tu viens de me lancer un boulet de canon, là. Je ne riposterai pas en te relançant un autre boulet de canon. C'est ça le pardon. Donc je renonce à faire la guerre, je renonce à me venger. Mais il y a un pardon beaucoup plus grand que ça, qui est, tu fais du mal, ça veut dire, tu n'es pas heureux, tu vis quelque chose de pas bien, toi. Sinon, tu ne feras pas de mal. Et si tu es en train de faire du mal, à moi en l'occurrence, ben, je suis prêt à t'aider, à te libérer de ce qui te fait faire du mal, pour pas que tu aies à souffrir à chaque fois de ce que tu es en train de faire. Comment ça se traduit? Quelqu'un me dit une bêtise, du genre... J'adore l'animal. J'essaye de trouver des choses passe-partout. Hein? Ok, je vais la traduire. C'est exactement ça, mais qu'on m'a dit un peu plus gentiment. Et c'était... parce que Pierre dit « ta gueule ne me revient pas », mais c'était... quand on a un peu... Et vous allez voir, je vais relier ça à la prochaine étape que je vais proposer. Mais c'était lié beaucoup à mon orgueil. Et moi, je ne le cacherai pas, comme tout bon jeune Français. J'étais bien conscient de mon physique et je ne voulais pas perdre la jeunesse de mes 20 ans. Puis un jour, je vois quelqu'un qui ne m'avait pas vu depuis d'un certain temps. Puis, au lieu de me dire « Ouais, disons, t'as grossi, hein? » Il m'a dit « Hey, disons, t'avais un menton la dernière fois que je t'ai vu. » Puis ça, j'ai trouvé ça mais tellement méchant. Tu sais, sur le coup, je dis « Wow, ok. » C'est pas un beau compliment, mettons, de te faire dire, surtout quand t'es orgueilleux, tu sais, puis qu'on te dit t'avais un menton avant, dans le genre t'étais mince, là t'es... Ok. Merci, ouais, ça me fait plaisir de te voir aussi, ça fait longtemps qu'on s'est vu. Je donne cet exemple tout bête. Et cette personne, un collègue de travail, je me rends compte, est un petit peu en vengeance parce qu'on travaille ensemble, puis finalement on n'a pas pu continuer ensemble, puis je pense peut-être qu'il m'en voulait, I don't know. Et là, on se retrouve à retravailler ensemble, donc petite pointe gentille, tu sais, hey, t'avais un menton, toi, avant, dans le genre, traduction, ouais, t'as pris du poids, hein, chose qu'on aime beaucoup se faire dire, en général. Et comment ça se traduit? Ben moi, je parle d'une expérience vécue, là, ça a été, premier processus, c'est, ok, là, tu veux la guerre, là, hein? Mais moi, je me retiens pour ne pas lui répondre comme je saurais très bien faire. J'aurais pu trouver une très belle réplique, assez française, parisienne, merci, puis lui en lancer une belle aussi, qui aurait fait tout aussi mal, sinon plus. Mais le petit yogi, Raja Yogi, qui doit défendre son statut Brahma Kumaris, a dû dire en moi, tu dis rien.
Même petit frère, je parle d'un tout petit truc, là. Tu sais, il m'a pas frappé, il m'a juste dit que j'avais pas de menton. Le petit maudit. Et puis, moi, je me retiens. Puis après, il faut que je rumine un petit peu. Tu sais, il faut que je fasse mon travail en me disant, OK, je fais quoi avec ça? Puis c'est un tout petit truc. Mais là où je m'en vais, c'est que plutôt que de me dire, OK, regarde, c'est rien, je pardonne, c'est pas grave. Je sais que c'est pas sincère, ce truc-là. Mais il a fallu que, surtout que j'allais revoir cette personne de façon régulière, j'aille plus loin que ça. Puis je me dise, il faut que j'accepte cette situation. Donc c'est un travail que j'ai dû faire de dire, regarde, c'est un être humain normal, là. Il n'est peut-être pas dans un cheminement spirituel comme moi. Peut-être que je l'ai blessé dans le passé. Peut-être qu'il m'en veut pour ce qui s'est passé. Il ne connaît pas la réalité qui était en fait que moi, j'ai jamais voulu lui faire de mal. Mais bon, la situation était comme ça. Donc, OK, j'essaye de voir comment accepter la situation. Puis accepter que finalement, c'était très drôle ce qu'il m'a dit, plus que blessant. Et que c'était pas mal bien visé. En fait, il a raison. J'avais un menton avant, j'en ai moins maintenant. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Il a raison. Après, de me dire, maintenant, comment j'évolue dans ma relation avec cet individu-là? Puis de me dire, non seulement je veux juste pardonner, parce que pardonner veut dire aussi, pour certains, ignorer. OK, je te pardonne. Voulant dire, regarde, j'aime pas, j'accepte pas, je te pardonne pas vraiment, mais on va ignorer ça. C'est pas un vrai pardon. Et moi, je me dis, non, il faut créer, il faut donc que j'ajoute quelque chose dans ma relation avec lui, qui va être, oui, puis qui sera pas nécessairement l'amour spirituel, mais qui va être une forme d'amitié, une forme de sympathie, une forme de complicité, puis de rebondir, plutôt que de garder ça en moi, puis de le ruminer, puis de ne pas le digérer, de faire en sorte que je veux associer cette personne à un véritable « Hey, comment vas-tu ?» puis transformer ça en humour, et puis créer un sentiment d'amitié sincère, de sympathie sincère, qui fait que non seulement je lui pardonne, mais que lui va être capable d'effacer la cause de sa remarque. Et que faites attention à ce qu'il disait. Oh, non, 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 non. Il est brillant, c'est un être brillant. Il y avait de la mémoire. C'est un gars qui travaille avec des disques durs qui ont beaucoup de mémoire. Non, non, c'était bien visé. C'était une bonne... C'était bonjour toi. Pling. OK. Non, mais c'était habile, c'était bien. Mais vous voyez ce que je veux dire? Donc, le pardon dont je parle au niveau du cœur, c'est un pardon dans lequel, oui, il y a le pardon, mais il y a qu'est-ce que j'ajoute pour que j'aide l'autre personne? C'est un don. Pardon. Je fais un don à la personne pour que ça parte. Le pardon, je fais un don à la personne. Je ne fais pas juste annuler le compte. J'ajoute quelque chose. Il faut trouver quel don. Oui, il faut trouver quel don. Il faut trouver quel don. Et des fois, le don est simplement une acceptation ressentie. Si je vois ma mère et ma sœur se battre constamment entre elles, je peux peut-être réaliser que je peux rien faire. Je peux pas être l'arbitre, je peux pas être le médiateur, je peux pas me mettre entre elles. Ça leur appartient. C'est une relation qui leur appartient. Et la première chose que je peux peut-être faire, c'est arrêter, moi, de les juger, de leur reprocher cette relation, d'en parler, de leur mettre le nez dedans sans arrêt. Peut-être que je devrais arrêter de faire ça. Puis de bâtir un regard envers elles qui n'a plus rien à voir avec cette chicane. Parce que de continuer à voir la chicane entre ces deux personnes, de continuer à en vouloir, de leur reprocher, je vais juste accentuer ce qui est négatif. Et donc, le pardon, pour moi, c'est quand il vient du cœur, il touche la bienveillance, il touche aller au-delà du pardon. Et là où je voudrais en venir, et je veux qu'on donne beaucoup de temps ce soir à ensuite prendre le temps vraiment de faire une belle méditation ensemble, l'acte du pardon, ce sera un peu le troisième élément au départ. Pour moi, c'est le pardon, il y a besoin d'acceptation, il y a un besoin de pardon de tête, donc d'acceptation, de vision, de compréhension, puis un pardon du cœur qui vient au niveau de la bienveillance, qui vient au niveau de la miséricorde, qui vient au niveau de la générosité de cœur, qui vient au niveau d'être capable d'aimer les gens qui vous ont fait du mal. C'est un pardon qui va plus loin que juste « je te pardonne ». Donc c'est ces deux dimensions-là. Mais l'autre élément que j'aimerais mettre dans toute cette espèce de
de Macédoine pour l'instant, c'est qu'est-ce qui est vraiment plus difficile? Est-ce que c'est vraiment le pardon qui est difficile? Ou c'est d'éliminer ce qui m'empêche de pardonner? Et la question à poser, c'est qu'est-ce qui m'empêche de pardonner? Et souvent, c'est une forme d'ego, en fait. C'est une forme d'orgueil, de vanité. On est blessé. Qu'est-ce qui est blessé? C'est l'âme, mais c'est l'ego, souvent. C'est l'ego qui est blessé. Pensons-y un petit peu. Si quelqu'un me dit « Ouais, t'avais un menton avant », qui a réagi? C'est mon ego, mon orgueil, ma vanité. Si j'étais vraiment l'incarnation de l'humilité totale, tu dis ça à Mère Teresa, t'avais un menton avant. Je sais pas ce qu'elle dirait, là, mais je sais pas si elle était humble, en fait. Mais je joue comme ça avec les idées, mais l'humilité réagit comment à l'attaque? Très bien. C'est pas on n'est pas blessé. Quelqu'un qui a une estime de soi sincère, pure, pas une estime de soi gonflée à la testostérone et aux hormones. Là, c'est une estime de soi spirituelle. Va répondre, moi je suis pas mon menton. Si on me dit ta voiture a une bosse, c'est une voiture, elle est vieille, qu'est-ce que tu veux? Je peux rien, elle a des bosses, elle est rouillée, c'est normal. Ça me dérange pas que tu me dises que ma voiture est rouillée. Je peux peut-être te dire que je l'aime bien rouiller, en fait. Moi, j'ai appris à aimer. Et je vous dis ça parce que je suis en yoga beaucoup avec ma voiture ces temps-ci. On n'arrête pas d'avoir des pépins qui me coûtent cher. Mais j'apprends à l'aimer, poquée, rouillée, vulnérable, bruyante, grinçante. Je m'identifie à elle. Non, je plaisante. Mais on peut accepter avec un autre regard. Je vais pas m'entendre, ben oui, qu'est-ce que tu veux, mon corps, il vieillit, mais je vais l'accepter tel qu'il est. T'sais, mon humilité va pas vouloir se venger. L'ego veut se venger, la colère veut se venger, l'attachement veut se venger. Pas l'humilité, pas la gentillesse, pas la candeur, pas la patience, la tolérance. Ce sont toutes des valeurs qui veulent jamais se venger, qui veulent pas riposter, qui veulent la paix. Et je pense que notre grande difficulté n'est pas à pardonner. Notre difficulté est à rester humble, à rester sincère, à rester authentique, à rester avec soi-même confiant en qui on est et ne pas prendre une insulte ou une remarque comme étant la démolition de qui je suis. Quelqu'un qui a une estime de soi sincère peut se faire dire qu'il est le pire des imbéciles et ne pas répondre en disant « Non, pas du tout, j'estime de moi, je suis très brillant. » Non, ça c'est de l'arrogance. Mais l'estime de soi va dire « Ok, tu penses sûrement comme ça pour des bonnes raisons. Je ne vais pas te contredire. Si c'est ça que tu penses, c'est sûrement que tu as des bonnes raisons pour le penser. Et t'es rendu, ton raisonnement fait en sorte que tu es là, puis c'est correct, ça va. Moi, j'ai un autre raisonnement. Tu sais, moi, je travaille dans un métier de créateur, où je fais la réalisation des documentaires, et puis des fois, des gens vont me dire « Ah ça, j'ai pas aimé ça dans ton documentaire. » Et il y a des fois où je dois être capable de dire « Ah ouais, peut-être, ah ouais, ok. » Puis de remettre en question, puis de dire à l'autre « Ah, ouais, peut-être qu'il a raison. Ouais, c'est vrai que ça aurait été mieux autrement. » Ça prend une certaine humilité pour dire ça. Mais d'autres fois, quelqu'un va me dire « Ah non, ça, c'était pas bien du tout. Ça, c'était vraiment, t'as fait une erreur. Là. T'aurais pas dû faire ça dans ton documentaire. » Puis des fois, je réfléchis, puis je me surveille, est-ce que c'est mon ego et tout. Puis des fois, j'en arrive à la conclusion de dire « Ok, je comprends que pour toi, on a des goûts différents, on a des raisonnements différents, ça résonne différemment, mais non, je pense que je maintiens mon style, et non, je pense que ça va, je pense que c'était bien, sans en vouloir à l'autre, sans être blessé par l'autre, content que l'autre me fasse des remarques sincères, au contraire. Vous voyez, on évolue comme ça. Mais ça vient de quoi? C'est un travail énorme sur soi au niveau de l'ego. Et je pense que le pardon est très facile. Ce qui est très difficile, c'est l'humilité. C'est de résister à l'ego qui, lui, est pas facile à gérer. L'ego, quelqu'un te dirait t'étais chez le coiffeur, ouais.
OK, ben, si t'as le moindrement orgueil, ego, vanité, tout ce que tu veux, ben quoi, c'est pas correct. Puis, ben, pour qu'elle se prend, puis t'as vu tes cheveux, toi? On parle là-dedans, là. Mais quelqu'un qui a une grande humilité, on dit, tu viens du coiffeur? Ouais. Ah, c'est pas correct, non? J'ai pas, qu'est-ce qui aurait été mieux? Ou, quelqu'un m'a dit récemment, il me dit, je partageais un avis, puis on me dit, ouais, en fait, tu nous as fait un beau discours. Puis, OK, je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour pas que ça paraisse comme ça, comme un discours, plutôt qu'une remarque. Mais j'ai senti mon petit ego qui a dit, hé, puis tu sais, je fais, ego, toi, tu t'es, hein, je t'ai pas demandé ton avis. Tu m'énerves, à chaque fois, tu veux, gna, 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 non, OK, on se tait, on écoute, personne n'a peut-être un bon point aussi. Et ce qui est dur, c'est pas de pardonner, c'est de laisser son ego de côté un petit peu. Il y a une zone grise là, que je crois comprendre. Des fois, les gens vont donner leur opinion, puis c'est correct. Il faut comprendre ce qui leur appartient, puis ce qui fait effectivement on peut changer. Puis c'est la ligne là, qui est ici avec. C'est ça qui est difficile à. C'est une évaluation. Donc la question pour ceux qui sont en ligne, c'est que des fois les gens font des commentaires ou des réflexions. Ça peut être correct, c'est ça. Puis comment on réagit, comment on réagit pas. Mais c'est là où je trouve que l'acceptation avec la remise en question de quelle est ma lentille, avec quelle lentille je regarde, qu'est-ce qui réagit en moi. Avant de réagir, moi j'aime bien souvent savoir pourquoi je réagis. Des fois, et vous allez voir où est-ce que je m'en vais, des fois je regarde un film, puis une scène, écoute, je réagis mais avec une souffrance, une peine, j'ai envie de pleurer, puis je me dis, ben voyons, ça vient d'où? Puis des fois, je sens que c'est pas nécessairement la scène elle-même, parce que la personne à côté de moi continue avec le popcorn, puis sans problème, puis ça va pas déranger le popcorn du tout. Puis moi, je suis là tétanisé, en train de me dire, oh là 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 là. Mais non, ça vient de me toucher avec des souvenirs. Ma mère, mon père, je sais pas, c'est bizarre, c'est l'inconscient, il réagit. Et alors, de la même façon, quelqu'un me dit quelque chose, puis il se passe quelque chose en moi. Ça m'énerve. C'est une toute petite chose. Pourquoi ça m'énerve? Alors avant, moi, où est la ligne dont tu parles, la ligne fine, avant d'arriver à la frontière, je fais un petit peu marche arrière en me disant, oups, qu'est-ce qui se passe en moi? Qui est en train de réagir? Une insécurité? Un ego? Une arrogance? Une colère? J'ai un besoin d'être approuvé, d'être apprécié. Parce qu'il y a ça aussi, des fois. L'ego, c'est un peu... Je suis en manque d'amour. L'ego, il a besoin de beaucoup de... T'es bon, hein? L'ego, c'est à plusieurs niveaux. Quand je viens ici, j'écoute, je suis content d'apprendre. Il y a certaines places où je vais, c'est moi qui décide. Ouais. Ton ego, il n'est pas en écoute. Non, mais c'est possible, parce qu'il n'y a peut-être pas il n'y a pas un ressenti à l'intérieur comme quoi il y a quelque chose à apprendre pour toi non plus. C'est vrai qu'il y a plusieurs niveaux de l'ego. Hein. On peut tous être humbles à certains moments, puis pas du tout à d'autres. Comme on peut tous être paisibles dans certaines situations, puis très en colère dans d'autres. On a tous cette capacité d'aller dans toute la palette des émotions. Mais la notion de se demander un peu qu'est-ce qui se passe en moi, pourquoi je réagis, sur quoi la personne a mis le doigt finalement. Et ouais. Et quand on sait un peu ce qui s'est passé, on se rend compte que le pardon, c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est beaucoup plus gérer ce qui vient d'être déclenché en moi. Et des fois, c'est vraiment vicieux, j'allais dire vicieux, c'est vraiment le terme, là, c'est vicieux dans le sens, c'est compliqué. Tu sais, c'est un peu compliqué. Moi, quand j'ai découvert l'ego qui est en manque, c'est-à-dire que l'ego, sa nature, c'est qu'il est toujours en vouloir plus gros, plus gros, plus gros, plus gros. L'humilité, c'est toujours ok, plus petit, plus petit, plus petit. Plus c'est petit, mieux je suis en fait. L'ego, c'est l'inverse. J'en veux plus. On me dit que c'est bien, la prochaine fois, je veux qu'on me dise c'est très bien. Parce que l'ego, il est compulsif, c'est comme une accoutumance négative. Ça t'en prend plus à chaque fois pour buzzer. Le buzz vient avec plus. C'est ça l'ego. Et souvent, l'ego, ce qu'il recherche, c'est le compliment, je suis bon. C'est gonfler l'ego, c'est ça. On dit des fois, arrête de lui parler, là, il ne passera plus dans la porte.
C'est ça qu'on dit, hein? Ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle. Et l'ego cherche à se gonfler. Et il a besoin d'approbation, de se faire dire que t'es correct, t'es bon, t'as raison, oui que t'avais raison. Tu vois, je t'avais dit. L'ego, il cherche ça. Et quand il n'a pas ça, sans que ce soit négatif, sans qu'on ait dit t'as tort, t'es pas bon, t'es pas beau, sans qu'on dise rien, à un moment donné, l'ego est en manque. Et quand on est en manque, on devient très irritable. Et la moindre petite remarque, on a du mal à l'accepter. Et ensuite, évidemment, on ne pardonne pas. Mais tout ça, c'est la superficie, hein? C'est pas ça les vrais enjeux. Les vrais enjeux, c'est j'ai un problème d'ego, là. J'arrête pas de chercher l'approbation, le regard des autres, ceci, cela. Je m'inquiète de comment les autres pensent, à quoi ils pensent quand ils pensent à moi, comment ils me jugent. C'est tout, là, on est là-dedans. Ça, l'ego, c'est pour ça qu'on dit souvent que l'ego, c'est vraiment le pire de nos ennemis. Parce que l'ego, il est quoi, en fait? Il est une distorsion du soi véritable, le soi pur. En fait, l'ego pur, il est bon. C'est moi, l'âme, l'éternel, c'est le divin, l'origine, la source. Je suis un être divin. Ça, c'est un gros ego, là. Mais ça peut être pur. C'est juste une acceptation de la dimension de l'âme qui est belle. Mais quand on n'est plus là-dedans, on se rabat sur des identités, des rôles. On plaisante souvent des fois en disant, je sais pas, si quelqu'un est, mettons maintenant on va inverser les rôles, là, parce qu'il y a de plus en plus de cas, une femme est première ministre, elle peut devenir tout à coup un peu plus arrogante après 3 ans en poste. Elle se comporte comme Madame la Première ministre, puis à un moment donné, tout en étant très gentille, mais à un moment donné, il y a un petit égo, là. Puis quelqu'un lui parle un peu bizarre, elle dit, hey, tu sais à qui tu parles? Ouais, mais tu sais, il y a 3 ans, tu n'étais pas la Première ministre. Bon, ok, bon, ça va, tu es la Première ministre. Non, pas tout de suite. Mais elle va avoir l'ego de la Première ministre. J'imagine, hein? Son mari, lui. Hey, je suis le mari de la Première ministre. Puis l'ego du mari, c'est tout à coup... Moi, je suis le mari de la Première ministre. Il n'y a aucun statut. Il est peut-être nul dans tout ce qu'il fait dans la vie, mais c'est le mari de la Première ministre. Tout à coup, c'est un nouveau statut. C'est temporaire. Complètement artificiel. Mais le temps que ça dure, tu flottes. Puis le jour où ça disparaît, tout ce qui te reste, c'est « Je suis l'ancien mari de l'ancienne Première ministre. » Parce qu'en plus, on a divorcé. Donc, je suis l'ex de l'ex-Première ministre. Ça devient un petit titre. Donc, ton ego, il est un peu plus petit là-dessus. C'est ça, les égos. Les attachements à des fausses identités. Et quand ça, c'est pas satisfait, là, il y a la colère. Là, on n'est pas ça. Là, on commence à... Non. Quand on n'est pas assez aimé, ça nous irrite. C'est pour ça que les gens, il n'y a rien qui a vraiment été... qui justifie vraiment ma colère de l'extérieur. Puis on le voit. Des fois, c'est des petits riens. Quelqu'un qui dit finalement... ah oui, t'as pas pu venir. Bon, tu me lâches là un petit peu. Pourquoi t'es tout là? Puis t'es juste demandé si t'étais venu hier. Puis ça devient à coup le petit truc qui... Alors, de toute évidence, l'événement lui-même est vraiment accessoire. Mais pourtant, après, on va dire, ça, je te le pardonne pas. C'est pas ça qu'on pardonne pas. C'est qu'on est gonflé par une espèce de colère intérieure qui nous empêche de pardonner. Puis cette colère gonflée intérieure, elle remonte à loin. C'est trop compliqué tout ça? On oublie tout ça, puis la semaine prochaine, c'est quoi? C'est juste pour aller un peu plus loin que juste l'idée de pardonner comme... Mais le pardon, c'est pas pour nous libérer avant tout. Une question que tu poses? Ou... Oui. Oui et plus, parce qu'il ne faut pas que ça reste que ça. Il ne faut pas que ce soit un pardon. La question étant, est-ce que le pardon n'est pas pour nous libérer, nous? Oui et non, dans le sens où le danger de cette formule, c'est qu'ils deviennent égoïstes. Je pardonne pour... Moi, je pense qu'il faut aller là-dedans, mais il faut aller aussi plus loin que le pardon soit aussi pour vraiment aider l'autre. À faire en sorte qu'il ne commette pas, s'il y avait une faute, et que la faute ne soit pas répétée sans arrêt, pour que l'autre personne continue de souffrir de ses fautes. Et si quelqu'un fait des erreurs, je veux avoir l'attitude bienveillante
qui non seulement me permettent de pardonner à l'autre pour me libérer, mais qui me permettent aussi de m'engager à travailler avec l'autre pour l'aider un petit peu spirituellement, lui offrir un peu plus de sympathie, lui offrir peut-être, si la personne est ouverte, bien sûr, s'il y a une ouverture, offrir l'occasion de voir les choses différemment aussi. D'être capable de dire à un autre, tu sais, moi, sincèrement, je te pardonne quand tu m'as dit que non seulement j'avais plus de menton, mais on voyait plus mes genoux non plus, là, à cause tu sais, mettons que je dise, non seulement je te pardonne pour ce que tu m'as dit, mais vraiment, je pense que tu es capable de faire tellement de bien aux autres. Tu sais, quand tu trouves tu sais, amener l'autre un peu plus loin. De sorte à ce qu'il ne refasse pas cette même erreur, qu'il n'ait pas envie de refaire la même erreur avec un autre. Ça, je trouve que c'est vraiment un pardon du cœur. C'est un pardon altruiste, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est trop compliqué ou trop exigé ou trop cher, non? Oui, ça c'est le pardon par rapport à un autre, Ouais. mais par rapport à moi-même. Ben, le même principe va s'appliquer à soi-même. Qu'est-ce qui fait qu'on a du mal à se pardonner à soi-même? Pourquoi on aurait du mal à se pardonner à soi-même? Et se pardonner à soi-même, justement, ça va être encore plus là-dedans, ça va être dans se libérer, mais en plus de ça, se pardonner à soi-même, ça va vouloir dire aussi se donner les outils pour ne pas recommencer à faire la même chose qu'on devrait repardonner encore. C'est le même principe. Ça doit pas être drôle, ça. Se pardonner à soi-même. Oui, mais des fois, dans une C'est relation, dur. la personne peut nous faire mal, mais on l'a amené là. Ouais. C'est jamais si clair que ça. On n'est jamais si victime que Il y ça. a on est toujours, c'est ça, il y a des zones grises. Mais c'est pour ça que je propose de vraiment penser à c'est quoi l'acceptation? Et que ce soit une acceptation basée sur une compréhension. Et c'est la compréhension, dans ce cas, où vous dites qu'on est impliqué dans la situation, la compréhension va m'amener justement à dire, si on est rendu là, peut-être parce que j'ai aussi jeté un peu d'huile sur le feu. Et là, ça devient une acceptation, basée sur une compréhension, sur un regard moins biaisé peut-être. Et après, le pardon devient beaucoup plus facile. Qu'est-ce que tu peux avoir fait pour dire je ne me pardonne pas moi-même? On aurait du mal à se pardonner, je pense, quand on a une image très faible de soi-même. Des gens qui ne s'aiment pas, qui ont vraiment un problème d'image, qui ne s'aiment pas parce qu'ils se sont déçus eux-mêmes, parce qu'ils se sont donné des fois des objectifs, des promesses qu'ils n'ont pas remplies. On se voit faire du mal à d'autres et des fois on s'en veut terriblement. Ça peut être très dur et des fois même des gens vont se dire ça, je ne me le pardonnerai jamais. C'est une formule. Les gens disent ça, je ne me le pardonnerai jamais. Ça, c'est comme se mettre sur la croix puis dire allez-y, plantez les clous. C'est ça, là. C'est dur. Et je dis ça avec beaucoup d'empathie pour l'avoir probablement vécu moi-même, d'avoir du mal à accepter des choses en moi. Il y a des gens qui ne s'acceptent pas physiquement, des gens qui ne s'acceptent pas dans l'échec d'une relation, des gens qui ne s'acceptent pas dans l'incapacité d'avoir créé une bonne relation avec leurs enfants. Les relations proches, c'est dur. Hein? Mère-fille, papa-fils, ça va chercher loin, loin, loin dans les tripes et de s'en vouloir. Des cas extrêmes, un conducteur ivre qui a un accident, oui, ou qui sont responsables de la mort d'un autre. C'est dur. Tu sais, comment tu te pardonnes quand tu es responsable de la mort de toute ta famille? Aïe. Ça, c'est une grosse thérapie. Mais ça, c'est les cas extrêmes. Mais ils sont tous dans la recette est la même pour toutes. Est-ce que c'est trop lourd? Ça va? Vous êtes tous en dépression totale, en train de vous dire, bon, ben, finalement, le pardon, c'est un peu compliqué. Alors, vous pouvez réécouter cette espèce de délire personnel pour mieux le comprendre ou l'appliquer. J'ose espérer qu'il y a quand même des pistes. Puis on s'entend bien toutes les fois qu'on aborde des sujets comme ça, c'est aucune prétention d'avoir une vérité absolue. C'est juste une volonté de provoquer pour qu'on fasse tous un travail après pendant les prochains jours. Regardez vos carnets d'adresses, repensez, moi je le fais aussi comme exercice, repensons à certaines personnes qui nous énervent un petit peu. Puis allons dans des cas très simples de dire pourquoi elles m'énervent?
Je pardonne pas. Pourquoi je pardonne pas? Où est-ce que j'en suis au niveau du cœur? Où est-ce que j'en suis au niveau de la tête? Et comment tu sais si tu as réellement pardonné? Parce que tu l'oublies vraiment. Complètement. Et que même si on repense, si on te fait repenser, il n'y a aucun sentiment négatif qui surgit, mais il y a le sentiment positif qui revient, qui est un renforcement d'une image positive de la relation avec l'autre ou avec toi. C'est-à-dire que si je te dis, ah ouais, mais quand cette personne t'a dit ça, moi, le cas de cette personne qui m'a dit menton, là, honnêtement, j'y repense maintenant, je souris, puis si la personne rentrait ici, on se donne une accolade, puis il y a 0, 0, 0 résidu de tout ça. Est-ce que tu dois faire le pardon face à face ou pardon, Non. tu peux le faire? Dans ce cas-là, non. Dans ce cas-là, non. C'est des petites choses, je prends un exemple petit, quelque chose qui aurait été comme violent et conséquent là, dans une famille, mari-femme, parent-enfant. Là, oui, des fois, il y a des actes physiques qui sont bons d'être posés, des discussions à avoir, il y a un processus après. Mais il faut que ça vienne d'une vision, d'une acceptation, puis d'un sentiment du cœur qui soit sincère, qui ait une vraie bienveillance. La bienveillance est tellement puissante de vouloir le bien à l'autre. C'est tout l'inverse de la vengeance. La vengeance, c'est vouloir le mal à l'autre. C'est ça, donc la bienveillance, c'est l'inverse, c'est vraiment vouloir le bien à l'autre. Peu importe ce que l'autre a fait, peu importe ce que l'autre est. On veut du bien à l'autre. Tu veux du bien à tous les mauvais de cette planète Terre. Tu veux du bien à quelqu'un qui t'a blessé. Oui. Parce que tu veux du bien, c'est-à-dire tu veux que cette personne elle-même arrive à ne plus faire autant de mal à d'autres, à soi, mais pas de façon égoïste. On veut que ces âmes se libèrent. D'un point de vue purement, si je deviens Saint Éric, là, ben le Saint Éric, il n'en veut à personne. Puis même ceux qui l'ont crucifié, qu'est-ce qu'il a dit apparemment? Dieu, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ça qu'il a dit. Apparemment, ils n'ont pas enregistré sur YouTube, mais c'était apparemment pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ça le truc. Moi, la façon dont je pardonne, pour arriver à ça, quand c'est trop difficile, je sais que là j'ai complètement dépassé le temps, mais c'est pas grave, mais j'essaie de pas trop vous déprimer. Mais moi, le truc que je pratique, quand je vais ailleurs que dans les petits trucs comme ça, du menton et autres, c'est je me mets en contact avec Dieu, avec l'âme suprême, avec un peu comme vous, la source même. J'essaie de ressentir, vu de cette perspective-là, c'est quoi la bienveillance ultime? Et moi, je sens, et j'ai pas du tout une image chrétienne de Dieu, vengeur, qui a puni des peuples, qui a créé la misère, ça me parle pas du tout pour moi. L'être suprême, qui est un être, mais qui est aussi une source énergétique, c'est juste une source de paix, de bonté, d'amour, de sollicitude, de bienveillance. C'est ça, pour moi, Dieu, c'est ça. Il n'y a rien de mauvais là-dedans. Il n'y a aucune vengeance, aucune méchanceté. C'est purement, Dieu, c'est l'océan d'amour, c'est l'amour pur, c'est la paix pure. Et j'essaie de me connecter à cette idée-là, puis de dire, toi, là, c'est sûr, pour toi, c'est facile de pardonner. Et j'essaie de me coller à cette dimension tellement plus grande, tellement universelle, tellement plus, ce que je disais tout à l'heure dans le commentaire, tellement plus éternel, plus infini, plus... Et là, je me dis, ah, c'est moi qui étais petit. Hein. Je calculais le pardon en dollars, en journées, en relations, mais c'est pas ça. Et quand je me mets en contact avec cette dimension-là, je me dis, ah toi, ok, toi tu m'amènes tellement dans une idée, là. Acceptation illimitée, pardon illimité. Pourquoi? Pour injecter une bienveillance illimitée dans cette planète Terre qui en a bien besoin, à un niveau illimité. Et ça vous semble, non? Oui. En tout cas, moi, c'est mon truc. J'essaie, quand je sens que je suis à ma limite, je vais dans le grand magasin, puis là, je dis, as-tu une carte de crédit? Parce que moi, je peux plus payer le pardon. Puis en général, il me fait un crédit, il me dit, regarde, j'ai d'augmenter, je suis heureux d'augmenter ta limite infinie. Puis là, je me dis, ah, cool. Okay.
Alright, il nous reste 5 bonnes minutes. Bon, enfin, on peut méditer le temps qu'on veut, mais je vais méditer plus longtemps. Mais enfin, je pense que vous étiez déjà en méditation, alors ça compte comme une longue méditation. Essayons quand même de récapituler tout ça en expérience. Alors, on s'assoit comme d'habitude bien confortablement et on prend le temps de détendre le corps et vraiment bien se sentir dans le corps. En utilisant la respiration pour détendre toutes les parties du corps. Et injecter également une énergie bienveillante dans le corps, avec mes pensées. En reconnaissant que j'apprécie ce corps, quel qu'il soit, avec tous ses défauts, toutes ses imperfections. C'est un corps qui m'appartient. Et c'est à travers ce corps que je peux m'exprimer. C'est à travers ce corps que je peux vivre ma vie. J'apprécie cette relation entre l'être et le corps. Mais en même temps, méditer, c'est savoir dépasser les limites du corps. Mon nom, ma forme, l'âge du corps, mon rôle. Retourner à l'essentiel, à ce qui est éternel en moi, l'âme. Je me visualise au centre du front, comme un être de lumière. Une toute petite lumière, infiniment petite, comme une pointe de lumière, mais qui rayonne et qui propage la lumière tout autour, comme une étoile. Et je me vois comme une âme dans mon corps. Je suis l'âme et j'ai un corps. Et je ne suis pas le corps. Et c'est moi l'âme qui pense, qui ressent. C'est moi qui me souviens. C'est moi l'âme qui transporte en moi-même toutes les mémoires de tout ce que j'ai vécu à travers le temps. Et quand je me vois comme une âme, et que je pense comme une âme, je sais que ça me donne une nouvelle perspective, une nouvelle façon de voir ma vie. Parce que ce que je recherche dans la vie, c'est le bonheur, l'amour, la paix, la joie d'être, la joie de vivre, l'harmonie avec les autres. Et plus j'explore le silence intérieur, plus je découvre que toutes ces valeurs viennent d'un état d'être, que c'est un état d'être moi-même, l'âme, et que le bonheur, il est en moi. Que l'amour est en moi.
et la paix est en moi. Ce sont mes qualités naturelles. J'ai juste besoin de retrouver la conscience qui me permet de rester en union et en contact avec ces valeurs. Une conscience plus grande, plus vaste. Et quand mon regard s'étale à l'infini, tous les événements de la vie, tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé, devient un peu secondaire. Parce que tout ça, c'est le passé. Et moi, je veux construire l'avenir. Et je ne veux pas traîner avec moi des mauvais souvenirs ou des blessures, des handicaps qui viennent du passé. Je veux me libérer, retrouver un cœur pur, un cœur qui sait aimer. Et je veux retrouver un esprit en paix, immuable, stable dans sa paix. Et je veux que mes yeux expriment toujours le bonheur. Alors tout ce qui s'est passé dans le passé, je l'accepte. Et je sais que tout ce qui arrive parce que ça doit arriver. Il y a des raisons pour lesquelles ça arrive. Et je les accepte. Et j'accepte aussi de devenir un être de non-violence. Ma force et mon pouvoir, c'est la non-violence. C'est la paix. C'est l'amour. Et là où il y a la paix et l'amour, il y a toujours le bonheur. Alors mon pardon pour les autres et pour moi-même, c'est ce don que je fais à tous, le don de la non-violence, le don de la paix et de l'amour. Et ma grandeur est la bienveillance, cette motivation à toujours vouloir offrir aux autres ce qui leur permettra d'être bien, d'être libre et de ne plus faire de mal. Alors en temps calme, je peux voir de la lumière. Je peux ressentir des vagues de paix très puissantes pour le monde entier. Des vagues d'amour pour tous ceux que je connais, tous ceux que je rencontre.
Et je répands le bonheur à travers mon regard, mon sourire. J'incarne la non-violence. Je suis bienveillant. Je suis un donneur de bonheur. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas trop perturbé avec toutes ces idées. Vous pouvez vous remettre complètement bien à l'endroit en venant à un atelier le 23 septembre, si jamais les propos vous ont dérangé. Et notre chère Vina va proposer un atelier le samedi 23 septembre, de 13h30 à 16h30, sur vivre pleinement sa vie. Alors, information à la réception si vous voulez vous inscrire. Je vous souhaite une bonne semaine. Pardonnez-moi si je vous ai avancé. À bientôt.